Je suis née à Mont-Laurier, dans les Hautes-Laurentides. C'est à peu près à 200, maintenant c'est à 200 kilomètres de Montréal à peu près. Donc, un pays forestier de colonisation. J'étais en 1951, donc mon enfance, c'est dans les années 50, dans une région forestière où les gens étaient plutôt modestes, mais moi, j'étais d'une famille plus favorisée, disons. Mon père était notaire. Il était né à Mont-Laurier. Ma mère était aussi née à Mont-Laurier. Donc, les deux étaient nés au début du village parce que c'était une région récente. Mon grand-père maternel était chef de gare. Mon grand-père paternel était un entrepreneur qui avait fait de multiples expériences dans le... Il y avait eu un hôtel, il avait construit la cathédrale, il y avait des chantiers de bûcherons, il y avait un moulin à scie, plusieurs moulins à scie, je pense. Il y avait une carrière de granit. Puis, il changeait, je pense, assez souvent. Au cours de sa vie d'entreprise, il a une vie assez active. Mes parents ont eu 9 enfants, j'ai été la 8e. Et 5 filles, 4 garçons. C'était une époque où les filles n'avaient pas beaucoup de possibilités de s'instruire au-delà de la 11e année si elles n'allaient pas étudier à l'extérieur, alors que les garçons avaient un petit séminaire à Mont-Laurier où ils pouvaient faire leurs cours classiques. Mes parents ont donc envoyé toutes leurs filles étudier à Montréal. On était 5 filles, moi j'étais la 5e des filles. Et les garçons ont tous fait leur petit séminaire à Mont-Laurier, sauf le dernier, parce que rendu à lui, il y avait déjà les écoles polyvalentes, puis il était venu faire son cégep à Montréal. Alors, moi, j'ai fait l'école primaire à Mont-Laurier et à 11 ans, j'ai été pensionnaire à Montréal. Pendant la petite enfance, étant donné que mon père avait son bureau dans la maison, c'était une vie familiale assez rythmée par la présence des clients, les horaires de mon père. Ma mère travaillait beaucoup avec lui. Elle le fait moins quand mes frères et sœurs étaient enfants, mais quand moi j'étais petite, elle travaillait beaucoup avec lui dans le bureau. Elle recevait les clients, elle remplissait des formulaires avant que lui les reçoive dans le bureau. Elle était très impliquée dans le travail au quotidien. C'était pas sa secrétaire, mais ça faisait du travail clérical néanmoins un peu. Elle était très impliquée dans les commissions scolaires. Donc, c'était une femme à la maison qui n'était pas vraiment une femme à la maison, au sens où elle était très active socialement et au niveau du travail dans le bureau chez nous. Et moi, dans ça, je voyais donc passer beaucoup de gens, mais j'étais un enfant assez réservé et retiré, très observatrice. Donc, j'ai l'impression que le lien qu'on peut faire entre le type d'enfance que j'ai eu et l'anthropologie est d'abord du fait d'avoir eu tout un monde qui passait et qui sortait de la maison. Il y a des cultivateurs qui venaient, il y a des artisans, il y a des hommes d'affaires, il y a des gens qui venaient pour se marier, il y a des gens qui venaient pour faire un testament, il y avait des conseils de famille, il y avait toute la vie des bureaux de notaire de l'époque qui était beaucoup plus active à l'époque que ce l'est maintenant, parce que tout le monde allait chez le notaire à l'époque là, pour se marier, les jeunes couples même de milieu ouvrier ou agricole allaient chez le notaire et on travaillait, tous les enfants, on a tous travaillé très jeunes à faire ce qu'on appelle la collation des actes, c'est-à-dire le secrétaire, la secrétaire tapait la copie de l'acte et après, pour vérifier l'exactitude de l'acte, il fallait
qu'une personne lise l'original et que l'autre personne qui avait tapé vérifie qu'il n'y avait aucune erreur dans la copie. Et dès qu'on apprenait à lire, en tout cas moi, dès que j'ai su lire, au retour de l'école, je m'assoyais avec mon grand-père, qui était le secrétaire, parce que c'était le père de ma mère, qui, après avoir terminé sa carrière de chef de gare, a commencé à travailler pour mon père. Et donc, je lisais des actes notariés à haute voix pendant que lui vérifiait que son travail de la journée était bien fait. À travers ça, on apprend quand même beaucoup de choses parce qu'on lit tout le contenu de ce qui est dans ces actes-là, qui étaient très variés. Et donc, je disais, c'est une situation d'observation. Il y avait aussi le fait que mes frères et sœurs plus vieux avaient des vies assez différentes les uns des autres, des tempéraments très différents les uns des autres, et prenaient de la place. Et moi, j'écoutais et je regardais ce qui se faisait. Ils ne faisaient pas toujours des bons choix, ils faisaient parfois des choix surprenants. Ils étaient... mes sœurs étaient à Montréal, donc elles venaient pour les vacances, arrivaient avec des récits de leur vie de collégienne. Mes frères avaient le régime du petit séminaire qui fait qu'ils étaient souvent absents, je pense, ils retournaient, ils venaient souper à la maison, mais ils retournaient le soir pour l'étude au séminaire. Ils avaient des cours le samedi, ils n'en avaient pas certains après-midi de la semaine. Il y avait un horaire différent des enfants d'école primaire. Mais à travers ça, on voyait aussi le type de vie qu'il y avait pour cette catégorie-là de garçons. Il y a un de mes frères qui était scout et qui faisait beaucoup d'exploration en forêt, qui avait eu à passer des badges là, qui demandaient de passer des nuits, d'aller seul en forêt, de passer des nuits en forêt. Puis moi, ça me fascinait beaucoup. Je rêvais d'aller camper, je rêvais de faire des choses dans un environnement très nature. On n'avait pas de télévision à la maison, donc on lisait beaucoup. Je lisais beaucoup des choses qui avaient des romans d'aventure pour garçons. Je lisais beaucoup ça. On n'avait pas tellement le droit de sortir de l'environnement de la cour. Sinon, pour jouer avec les amis tout proches, et pour moi, il n'y était que des garçons, ces voisins-là. Donc, mes amies filles étaient celles que je voyais à l'école, mais dans les temps de loisirs, c'était donc plutôt des jeux baseball, football, des jeux plus dehors. Et je pense qu'aussi, ça m'a donné le goût d'être dehors et de sortir de l'environnement plus étroit de la maison de la famille. Et on allait dans des chalets l'été. Mes parents n'avaient pas de chalet, mais on louait des chalets. Donc, ça, j'adorais ça. On n'avait pas de voiture, donc pas de télévision, pas de voiture. Donc, on marchait, on avait quand même une vie assez austère comparativement aux autres enfants de mon âge, parce que mes parents étaient plus vieux que les parents des enfants de mon âge, vu que j'étais la 8e de la famille. Et j'ai eu une éducation aussi qui était assez semblable à celle que mes frères et sœurs plus vieux ont eue, et donc assez différente de celle que les gens de mon âge avaient, qui avaient des parents de 30 ans. Moi, mes parents avaient 50 ans, disons. Donc, ça fait que j'ai comme l'impression d'avoir eu une compréhension de comment était la génération avant moi, en même temps que de comment était ma génération à cause de ce contexte familial-là qui faisait que dans la vie quotidienne, on avait des valeurs, des manières de penser, de réagir qui correspondaient plus
à celle des gens de plus vieux que moi et qui différaient beaucoup des amis que j'avais à l'école. Quand je suis partie pensionnaire, c'est parce que j'avais sauté 2 années au primaire. C'est-à-dire que c'est pas vrai, j'avais sauté une année. J'avais commencé l'école 1 an plus jeune que les autres, puis la 7e année, je l'avais sautée. Donc, mes parents ont appris ça pendant l'été. Et là, on dit, bon, ben donc, c'est pour elle le temps d'aller au collège classique, 1 an plus tôt que prévu, parce que l'école avait dit, bon, ben elle devrait sauter sa 7e année. Et là, ils ont cherché à m'envoyer au même collège classique que mes sœurs auparavant, mais il n'y avait pas de place. Donc, ils ont trouvé un nouveau collège pour moi qui était avec une communauté religieuse qu'ils ne connaissaient pas, dans un quartier qu'ils ne connaissaient pas. Mais par chance, c'était tout près de là où mes sœurs venaient de louer un appartement avec un de mes frères. Et j'étais pensionnaire, mais j'habitais pas très loin de l'appartement de mes sœurs. C'était au collège Jésus-Marie d'Outremont. Donc, après avoir vécu pendant mon enfance dans une ville où je faisais partie un peu des familles privilégiées et où la conscience des différences de classe était grande parce que mes petits compagnes à l'école me le faisaient sentir souvent, du style « toi, c'est pas pareil ». Là, je me suis retrouvée dans une situation inverse, c'est-à-dire de me retrouver avec des gens beaucoup plus bourgeois que ce que je connaissais, et à Montréal en plus, donc avec la culture montréalaise et même le langage qui était différent. Et là, j'ai appris un autre versant des différences de classe qui était que moi, je venais de la petite bourgeoisie rurale, mais que je côtoyais des filles de la grande bourgeoisie, pas toutes, mais une bonne partie. Et ça a été comme un apprentissage assez difficile, même si sur le coup, je m'en rendais pas tellement compte. C'est a posteriori que je réalise que j'ai, comme on dit, patiné pour essayer de ne pas détonner dans le contexte. Et donc, appris très rapidement à regarder autour et à comprendre comment il fallait se comporter, ce qui se disait, ce qui se faisait, ce qui était mal perçu ou pas. Il faut apprendre ça rapidement dans un groupe de jeunes, là. Et j'ai été forcée assez vite. En même temps, c'était une communauté religieuse de sœurs enseignantes, mais qui était semi-cloîtrée. Et mes sœurs et ma mère, elles pensaient que j'avais une vie comme eux autres, elles ont connu chez les sœurs de Sainte-Anne, qui étaient des sœurs enseignantes, mais des sœurs enseignantes pas semi-cloîtrées. Et j'avais donc cette espèce de décalage entre ce que je voyais bien de ma vie. Les fins de semaine, j'étais souvent toute seule parce que les autres élèves retournaient chez leurs parents qui habitaient à Montréal ou tout près. Moi, je restais là, et comme les sœurs étaient semi-cloîtrées, elles regagnaient leur cloître la fin de semaine. Et il y en avait une qui s'occupait de moi de temps en temps aux heures de repas, mais j'étais assez isolée. Mais donc, il fallait que je m'organise avec ça. Je réussissais à le faire, mais il n'y avait personne qui en avait bien conscience. Où est-ce que je m'en vais avec ça par rapport à l'anthropologie? Bon, c'était que forcément, on apprend à connaître le Québec et la diversité des cultures régionales par l'expérience. Mes petites amies du collège l'apprenaient aussi. Je me souviens de la première fois que le bottin, à chaque fois, il y avait un petit bottin téléphonique qui était conçu par les sœurs, qui était distribué pour qu'on ait l'adresse et le numéro de téléphone de nos compagnes. La première année, quand le bottin est sorti, alors les gens ont tous vu que moi, mon numéro de téléphone, c'était 38. Alors qu'eux autres, leur numéro de téléphone, c'était à 7 chiffres, là. Et ça avait étonné là, plein de filles qui disaient « Ah, comment se peut-il qui n'avaient jamais réalisé qu'il y avait des endroits où le réseau téléphonique fonctionnait différemment et qu'il n'y avait pas
que les téléphones, numéros de téléphone à ce chiffre, c'était dans les grandes villes et pas, pas à la campagne. Il y avait, à travers cette période-là, bon, j'ai fait donc le cours classique. Comme tout le monde dit quand ils disent qu'ils ont fait leur cours classique, ben, le latin, le grec, et c'était intéressant. En même temps, j'ai trouvé que alors que j'étais première de classe quand j'étais au primaire, bien là, rendue au secondaire, avec ce décalage entre moi et les autres élèves, ça a pris quelques années avant que je reprenne le dessus et que je me sente aussi à l'aise que les autres au niveau académique. Ça s'est fait surtout par le latin, bizarrement, parce qu'à un moment donné, j'ai compris à travers l'analyse grammaticale pour les versions que je pouvais penser, que c'était moi qui pensais et que c'était quelque chose qui m'était que j'avais une forme d'autonomie dans le travail intellectuel, ce que j'avais jamais réalisé, je pense, avant autant que ça. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on arrive à pouvoir contrôler son travail et à savoir ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Le temps passé au collège, c'était un temps divisé entre Montréal, l'internat, aller chez mes sœurs quelques fois la fin de semaine. Et pour les vacances et pour les fins de semaine de 3 jours, retourner à Mont-Laurier. Et pour moi, c'était ça quelque chose de très important. Retourner à Mont-Laurier, c'est ce qui me l'a fait aimer et découvrir. Parce que quand on y vit, on ne le voit pas trop. Mais à chaque fois, retourner à Mont-Laurier, c'était quelque chose à quoi je tenais. Pas tellement pour le cocon familial, mais vraiment pour l'environnement. C'est pas une région qui a les côtés très charmants de l'Estrie ou du bas du fleuve. C'est plutôt âpre comme région. Il faut apprendre à l'aimer par petits morceaux parce qu'il n'y a jamais de grandes vues splendides, là. Mais c'est une région que j'ai toujours aimée puis que j'aime toujours. D'ailleurs, on a maintenant une maison de campagne dans cette région-là. L'influence familiale, elle continuait d'être présente forcément parce que là, mes frères et sœurs faisaient des choix universitaires et moi, je les voyais aller. J'ai 2 de mes sœurs qui ont, après leur cours classique, qui ont travaillé, après sont allées à l'université, faire une licence en littérature, l'autre une licence en biologie. Mes frères, il y en a un qui est allé étudier en Europe, il a fait un doctorat en grec. Il y a un autre de mes frères qui a fait un doctorat en physique. Donc, il y avait comme l'idée que c'était possible. Et quand moi, je suis arrivée à l'âge de penser à ce que je ferais après le cours classique, bien, il y avait déjà des possibilités d'avoir des bourses. Donc, alors que mes sœurs aînées ont dû travailler avant d'aller à l'université, moi, j'avais accès à des prêts-bourses, puis j'ai commencé à me demander ce qui m'intéresserait. Les collèges classiques étaient en train de fermer, de se transformer en cégep. J'ai été dans la première génération qui a pu faire les deux, à la fois terminer le cours classique et faire le nouveau cours collégial. Alors finalement, j'ai obtenu un diplôme de nouveau cours collégial et j'ai fait une année supplémentaire pour avoir le diplôme baccalauréat et sœurs pour terminer le cours classique. Et là, j'étais rendue au collège Brébeuf parce que les sœurs Jésus-Marie avaient vendu leur édifice à l'Université de Montréal et avaient fait une entente avec les jésuites pour que leurs étudiantes de philo puissent aller faire leur philo à Brébeuf. Et donc, par cette entente-là entre les deux communautés, je me suis retrouvée à faire la fin du cours classique et le cours collégial dans ce collège-là.
j'ai eu à ce moment-là, à Brébeuf, un autre regard sur les différences de classe parce que c'était quand même encore un peu plus bourgeois que le Collège Jésus-Marie, je dirais. Pas uniquement, il y avait des gens d'un peu partout, mais là, je me suis retrouvée avec une vie assez... j'ai commencé à me tenir dans les cafés de Montréal pendant que mes collègues du collège, ma meilleure amie avec qui je me tenais beaucoup, elle, au collège, elle jouait au bridge. Moi, je connaissais peu de monde dans le collège, sinon les filles avec qui j'avais étudié à Jésus-Marie. Et dans mes temps de loisirs, je me tenais avec des amis que je m'étais fait après avoir été en Gaspésie en camping. Alors, à 16 ans, j'ai commencé à vivre en appartement et j'ai recommencé à me tenir avec des filles de Bon-Laurier que j'avais perdu de vue le temps que j'étais pensionnaire, mais avec qui j'avais renoué un été. Et on avait commencé à aller camper. Et à un moment donné, avec une amie, Christiane, on est allé camper en Gaspésie. Et là, on a rencontré des amis de Montréal qui avaient commencé à fréquenter des cafés de la contre-culture, mais aussi où il y avait des artistes, des poètes. C'était très varié. Et c'était un milieu plutôt marginal, enfin assez, très marginal, du style de milieu que je ne disais pas à mes parents ou à mes frères et sœurs quel type de vie j'avais dans ce milieu-là. Mais c'était la découverte d'un autre monde encore, d'un autre univers social. Un deuxième été, j'avais été en Gaspésie aussi, et là, c'était l'été de la Maison du pêcheur. Et on avait, le groupe avec qui j'étais, on avait participé aux événements qui avaient mené à la fermeture de la Maison du pêcheur. Donc, je faisais partie des gens qui se sont fait arroser par les pompiers. Je me souviens d'un jet d'eau qui nous poussait, là, parce qu'on avait rassemblé tous les jeunes qui étaient là au village pour qu'ils occupent la maison en prévision de l'arrivée de la police et des pompiers, ce qui n'avait pas arrêté l'évacuation, donc on avait été évacués. Mais donc, c'est un autre réseau aussi que j'ai rencontré à travers cette expérience-là, que je ne connaissais pas, mais que j'ai fini par apprendre quel type d'intérêt ils avaient, quel type de revendications il y avait là. Et c'était une époque où, quand même, au Québec, c'était très ouvert. C'était 68, ça, je pense, 67, 68, 69. Je me souviens que mes parents, qui étaient âgés à l'époque, étaient très accueillants de ce type d'événement-là, pas très critiques. J'ai oublié de dire que je venais d'un milieu très, très catholique. Mon père avait fait son grand séminaire, avait fait 2 ans de noviciat chez les bénédictins, était resté très croyant, très pratiquant, parlait beaucoup de religion, mais pas de manière... c'était pas des bondieuseries, là, c'était assez réfléchi et convaincu. Donc, ça a fait partie de mon éducation aussi, là. Une éducation religieuse assez approfondie malgré tout, sans que je l'ai voulu, mais parce que ça faisait partie du quotidien de mon père. Et ça faisait vraiment partie de son quotidien. Et le temps passe vite. Donc, je vais terminer avec le choix de l'anthropologie quand j'ai fini mon cours classique. Ayant eu toutes ces expériences-là avec des jeunes des marginaux, avec le fait que je me sentais plus ou moins à l'aise dans le milieu du collège où j'allais, j'ai été quand même vraiment séduite par un
cours d'anthropologie que j'ai suivi au collège avec Jean Allard, qui était un des premiers étudiants d'anthropologie à l'Université de Montréal, qui était sorti avec un diplôme, qui avait fait sa maîtrise au Saguenay-Lac-Saint-Jean sur une communauté qu'il avait appelée Boisvert et qui nous avait fait travailler, je me souviens de son premier cours, il nous avait donné des cartes géographiques, topographiques, et il nous avait dit, si vous étiez une bande amérindienne et que vous aviez à organiser vos déplacements et votre campement cet été, où iriez-vous? Que feriez-vous? Comment vous organiseriez-vous? Et il y avait une façon d'enseigner qui était assez séduisante pour des jeunes de 17-18 ans, puis j'avais beaucoup aimé ça. Donc, quand j'avais eu à faire mon choix, je m'étais inscrite en géographie, en anthropologie, puis en histoire de l'art. L'histoire de l'art, c'était pas vraiment sérieux, parce que je crois pas que j'aurais vraiment persisté à m'engager dans cette direction-là. Géographie, anthropologie, on peut voir des similitudes assez grandes. J'ai été acceptée, la première acceptation que j'ai eue, c'est en anthropologie, et je l'ai acceptée tout de suite, parce que vraiment, ça m'intéressait. Et donc, j'ai été inscrite à l'anthropologie à l'automne 1970.